Merci de nous suivre de partout et bienvenue à tous. Le Sénégal et la Mauritanie sont désormais des pays producteurs de gaz. Une excellente nouvelle pour les deux nations et pour la sous-région. Le projet GTA, lancé il y a 6 ans, a nécessité un investissement d'environ 7,5 milliards de dollars. Les deux pays franchissent une étape décisive avec l'ouverture du premier puits de leur gisement marin depuis le 31 décembre 2024. Cette avancée majeure devrait conduire à la commercialisation du gaz qui aura certainement un impact économique crucial. Comment les deux pays peuvent-ils exploiter efficacement ce gaz naturel? Quelles retombées économiques pour les deux pays et la sous-région? Restez avec nous, nos deux invités sont déjà sur ce plateau. Bienvenue dans Talk Afrique. Nous recevons sur ce plateau Moustapha Nion, il est économiste, conseiller technique à la direction du budget. C'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, le plaisir est partagé. En face de vous, nous avons Dr Cher Ibrahima Daffé, économiste et enseignant-chercheur. Merci également à vous. Merci pour l'invitation. Je disais tout à l'heure le projet GTA, le Sénégal et la Mauritanie, donc un projet colossal, je dirais, lancé il y a 6 ans, a nécessité un investissement de près de 8 milliards de dollars. Dites-nous, Monsieur Nion, aujourd'hui, ce projet, quelle est votre appréciation après avoir entendu que les deux pays sont désormais des pays producteurs? Quelle est votre appréciation, justement? Merci pour la question. L'appréciation, elle est vaste, hein? Elle est aussi variée. Il y a beaucoup de choses qui se sont réalisées depuis la découverte du gisement de Grande Tortue Arméim en 2015. Au 31 décembre 2024, la production a débuté. Les deux pays ont décidé conjointement, avec un accord de coopération, d'exploiter ensemble ce gisement, et ce qui fait un partage de moitié, 50-50 pour chaque pays par rapport aux recettes. Ça augure des lendemains meilleurs pour les deux pays, du point de vue économique, du point de vue social. Ça peut changer beaucoup de choses, et même les pays environnants au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ça peut contribuer à booster un peu les économies des deux pays. Après, ces rapports-là, certes, sont de nature économique, ça n'a pas débuté avec ce champ gazier. Le Sénégal et la Mauritanie sont des pays frères qui ont débuté des coopérations de tout genre depuis des années. Et pour moi, ce gisement-là ne vient que renforcer les relations fraternelles, les relations économiques, géographiques qui existent entre le Sénégal et la Mauritanie. Et docteur Daffé, avec vous, je vais donc parler de ce projet justement, environ 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié. Ce projet devrait produire chaque année, donc près de 7 000 tonnes par jour, pour un coût estimé à 7,5 milliards de dollars. Quel impact pourraient avoir ces prévisions sur les économies respectives des deux États? Une appréciation positive, très positive même, prometteuse, mais qu'on met entre guillemets. Parce que déjà, il y a des risques. En tout cas, c'est une très bonne chose, une excellente nouvelle, comme vous l'avez à l'entame de la présentation, pour les deux pays, sur le plan de la collaboration au niveau bilatéral et aussi au niveau sous-régional. Donc, bilatéral entre les deux pays qui partagent l'espace frontalier, donc deux pays, ce qui veut dire aussi d'autres collaborations sur d'autres aspects, comme on a eu à le constater, multiforme. Et aujourd'hui, quand cette collaboration, donc une ambition commune pour véritablement tirer de manière optimale les ressources, en tout cas, générées par ce projet-là. Et là, il y a plusieurs acteurs, il n'y a pas que le Sénégal seulement, il y a d'autres entreprises. Cet investissement, ce n'est pas simplement le fait des Sénégalais. Donc, il y a une phase d'exploration, il y a une phase d'exploitation maintenant. On est dans une autre phase qui suscite des enjeux financiers, des enjeux économiques, sociaux et environnementaux, effectivement des perspectives de retombées en termes de ressources financières qui peuvent, en tout cas, dans la commercialisation des exportations, comme vous l'avez dit, les quantités, qui ont des montants qui ont été investis. Il y a mobilisé pas mal de financement d'argent
2,5 millions de tonnes par, ce qui veut dire que ça, ce sont des rentrées. Pour ces économies-là, principalement le Sénégal qui ont des soucis d'endettement, qui ont des soucis de recettes pour pouvoir financer le développement. Donc, les recettes générées probablement avec la commercialisation de ce jugement de GTA qui est maintenant là. Quand je dis optimal, ce qui veut dire que les risques de perte sont là, les risques de gains sont là. Maintenant, il y a ce qu'on appelle en analyse économique, le coût-avantage, les coûts que ça peut générer, les coûts engendrés et aussi les bénéfices ou bien les retombées de cette rente pétrolière en termes d'exploitation de ces ressources. C'est ce que les populations attendent. Peut-être qu'on donne beaucoup de chiffres. Monsieur Niang, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut rassurer ces populations-là? Comment les deux pays peuvent-ils exploiter de façon efficace ce gisement pour le bénéfice des populations, également les deux États? La finalité de toute politique publique, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations. Avec ce gisement-là, comme mon collègue, mon co-débatteur l'a dit, ça vient renforcer un peu les ressources budgétaires des deux pays pour atteindre cet objectif-là. Maintenant, du point de vue du Sénégal, avec la loi 2022-09 plutôt, du 19 avril 2022, qui encadre la répartition des recettes provenant des hydrocarbures. Puisqu'il n'y a pas que le gaz, il y a aussi le pétrole et il y a aussi le gaz de Yakar, qui vont contribuer à accroître un peu les recettes budgétaires de l'État. Mais pas que. Il y a les recettes budgétaires de l'État, il y a aussi les comptes spéciaux du Trésor, en l'occurrence les deux fonds, le fonds de stabilisation et le fonds intergénérationnel. Pour le fonds intergénérationnel, il est stabilisé de 2024 à 2027. Il sera pris 10% des recettes qui sera logé là-bas pour préserver les intérêts des générations futures. Et en plus, pour l'année 2024, il sera pris 20% des recettes provenant des hydrocarbures qui sera mis au niveau du fonds de stabilisation. Et maintenant, les 70% qui restent seront injectés dans le budget pour permettre le développement de certains investissements, mais aussi l'amélioration des conditions de vie des populations à travers des projets structurants tels que l'agriculture, l'énergie. Ça permettra à baisser le prix de l'énergie pour développer un peu l'industrie. Donc, tous ces éléments-là sont prometteurs à la fois pour le Sénégal et la Mauritanie, mais aussi pour les pays environnants, les pays avec qui nous partageons l'UEMOA et la CEDEAO. Ce qu'il dit est très important. Il faudrait bien que les populations en bénéficient. Et si on parle même de l'électricité au Sénégal, certaines personnes disent que c'est un peu cher. Est-ce que le gaz, l'exploitation du gaz, c'est une bonne nouvelle dans ce sens? Une très bonne nouvelle, dans la mesure où, déjà, cette ressource, ce qu'on appelle la compétitivité de l'économie. Et les compétitivités, son soubassement, c'est quoi? Les facteurs de production. Et aujourd'hui, l'électricité, on le dit, au Sénégal, l'électricité, le coût de l'électricité, en tout cas, c'est ce qui comble un peu la compétitivité des entreprises sur le marché national et même sur le marché international. Dans les facteurs de prix, quand ils se réalisent, les entreprises ont tendance à répercuter ce facteur-là au niveau de leur prix de vente. Donc, ce qui veut dire que le produit ne sera plus compétitif. Donc, et maintenant, dès l'instant que ce facteur de production, on l'a en abondance et à un coût abordable et accessible à travers l'exploitation et la commercialisation, comme on l'a dit, cette loi, c'est encadré par une loi comme la loi. Elle vient de dire du 19 avril 2022, la loi 2022 du 09. Donc là, et avec les clés de répartition bien spécifiées. Et une partie importante est destinée à l'utilisation. Ce qui veut dire que ça va rendre à notre économie, les deux économies compétitives sur les facteurs de production. Et là, donc, il faut aller plus loin, les entreprises productrices et aussi les ménages, surtout le bien-être des ménages. Parce qu'in fine, c'est le bien-être collectif des ménages qui est recherché dans toute politique. Donc, ce qui veut dire que ça va significativement, en tout cas d'après les prévisions, maintenant, entre les prévisions et le factuel, il peut y avoir un décalage. Ce qui veut dire que cette utilisation et ces projections en termes de production, si elles sont respectées, s'il n'y a aucun choc exogène comme Covid, comme d'autres, en tout cas qui viennent perturber les prévisions, ce qui veut dire qu'on peut s'attendre en tout cas à une transformation même structurelle de l'économie. Parce que ça, c'est un facteur, parce que n'oubliez pas, le gaz, que ça soit le pétrole, sont des produits génériques. Il faut utiliser de façon variée et multiforme dans l'économie, ce qui veut en tout cas contribuer. Nos économies souffrent
de ces facteurs de production parce qu'on est des importateurs nets. Et ça va affecter la balance commerciale. Et qui dit la balance commerciale qui va souffler un peu, ça va affecter un peu notre balance des prix et ça va créer des équilibres macroéconomiques et permettre en tout cas et de porter même la croissance économique qui est projetée sur 7%, même si on a connu quelques régressions avec, on vient de sortir d'une situation d'Ukraine également, de Covid. On est en post-relance, post-Covid, avec les externalités de la situation au niveau des tensions sur les marchés internationaux avec les produits importés. Et cette croissance économique dont vous parlez, elle est importante pour les deux pays et on sait que le Sénégal et la Mauritanie font partie des pays de la sous-région et on va parler de ça justement. Aujourd'hui, comment est-ce que cette collaboration énergétique, je veux dire, peut renforcer l'intégration économique dans la sous-région grâce à ce projet GTA? Il l'a si bien expliqué. Hein? Effectivement, l'énergie est le moteur même de toute économie performante, en fait. Par rapport aux coûts, l'un des coûts les plus importants dans le processus de production, c'est l'énergie. Et cette énergie-là, dès lors que ça vient en fait d'une coopération entre le Sénégal et la Mauritanie, effectivement, nous pouvons même contribuer à l'essor de l'économie de la sous-région, en fait. Donc, ce sont des accords comme ça. Il faut rappeler peut-être il y a eu des accords. Il y a eu un accord de coopération qui a été signé en 2018 entre le Sénégal et la Mauritanie. Et il est prévu au niveau de cet accord qu'à partir de la production, chaque 5 ans, cet accord sera révisé. Dès lors que nous partageons la même zone géographique, nous partageons plutôt les mêmes institutions, on va dire, économiques ou sous-régionales. Il y a beaucoup d'éléments qui pourraient participer à faire du Sénégal et de la Mauritanie un pays qui boosterait un peu l'économie de la région à travers le développement de l'énergie. Pour le Sénégal, je sais qu'avec le Petrosen, l'entreprise Petrosen, il est même fait du Petrosen un holding. Et la partie aval de Petrosen fait qu'il y a un réseau gazier du Sénégal qui permettra, comme il l'a si bien dit, non seulement de permettre aux ménages d'avoir de l'électricité à bon prix, mais aussi de développer l'industrie sénégalaise. Et pas que l'industrie sénégalaise, parce que effectivement, si on développe l'industrie, ce n'est pas uniquement pour transformer les matières premières qui sont au niveau du Sénégal, mais au niveau des pays environnants aussi. Hein. Il y a des coopérations de ce genre qui pourront être tissées afin de pouvoir, comme il l'a si bien dit, faire de nos produits compétitifs, transformer nos produits de manière à ce qu'ils soient compétitifs et in fine, d'améliorer les conditions de vie des populations à travers un coût très bas de l'énergie. J'aimerais qu'on parle du partage des revenus, comment cela va se passer. Le communiqué conjoint rappelle que le projet Grand Tortue Armes et Mines est développé par la société mauritanienne des hydrocarbures, la société des pétroles du Sénégal, PB, et Cosmos Énergie. Alors, comment les deux pays envisagent-ils de gérer les défis liés au partage des revenus et des ressources? Je reste avec vous. Oui, il y a une spécificité. Il y a une spécificité des produits pétroliers, en fait, des produits gaziers et pétroliers. Le gaz et le pétrole sont très complexes dans leur exploitation, de telle sorte que quand il y a un investissement, généralement c'est des investissements colossaux. Et ce ne sont pas n'importe quelle entreprise qui peut faire ce type d'investissement-là. Qui font que dès que l'on commence la production, on ne peut pas faire le partage tant que les investisseurs-là ne récupèrent leur investissement. Donc, après récupération de cet investissement, maintenant, il y a un partage qui est équilibré, 50-50, entre le Sénégal et la Mauritanie. Et naturellement, il y aura une partie qui reviendra à ces entreprises qui ont investi dans ce gisement de Grand Tortue à Imeim. Très pertinent. Je pense que vous voulez réagir et moi, j'aimerais aussi avoir quelques précisions. Si ces entreprises doivent récupérer leur part ou bien leurs bénéfices, mais qu'est-ce qui va rester justement aux deux États et aussi, je pense, aux populations? Expliquez-nous un peu comment ça se passe. La question, hein, la question, elle est simple et pertinente, hein, mais rassurez-vous, hein, d'après les prévisions, parce que tout est prévision. Déjà, la clé le modèle économique dans ces genres de... Si on prend le cas de Sangomar, déjà, on dit que
Bossement, c'est les entreprises qui ont investi là-bas, que ça soit... Donc, ils ont 70% en termes de... Non, 80% en termes de production. Maintenant, là, la crédit. L'investisseur, parce que lui, c'est une exploration. Il peut mettre de l'argent, trouver comme ne pas trouver. Vous avez vu? Donc, c'est un risque quelque part. C'est un risque qu'il a pris. Il est rémunéré à la hauteur maintenant de la quantité probable. Une exploitation de 30 ans. Vous avez vu? Maintenant, 80%. Après, on va revisiter les accords parce qu'au fur et à mesure, parce que tout investissement, on doit revenir sur ce qu'on appelle le délai de revolving, le délai de récupération du capital investi. Ce qui veut dire que c'est important en financement. Maintenant, là, les montants, mais regardez le budget, 10% sur une exploitation de 25 millions de tonnes par an ou bien par jour, en termes de barils ou bien en termes de gaz liquéfié, ce que ça représente comme manne financière. C'est des sommes astronomiques pour une économie pas aussi gigantesque que les nôtres, hein, que ça soit. Maintenant, cette importance-là, cette manne financière, rente financière-là, c'est cet enjeu économique et dans la sous-région que le président, une fois arrivé au pouvoir, un des premiers pays qui est allé, acte qu'il a posé, c'est aller rendre visite à son homologue mauritanien. Vous avez vu? Ça, c'est un signal fort. Son premier voyage. Ça, c'est stratégique. Ça veut dire qu'il a donné déjà, on est obligé de coopérer. Aussi, sur le plan de la sous-région, le Sénégal est, en tout cas, un repositionnement économique et stratégique en termes de leadership sous-régional. Le Sénégal est maintenant là. Cette répartition, comme ils l'ont dit, à long terme, à moyen terme, peut-être qu'on va penser que c'est les autres entreprises qui vont gagner, c'est normal, hein? Mais sur une exploitation de 30 ans, de 20 ans et même plus. C'est 2,5 millions de tonnes par an. Donc, ce qui veut dire que là, en termes de volume, maintenant, en termes monétaires, ce que ça représente, ça pourrait en tout cas aider. Maintenant, toujours est-il que il y a toujours des garde-fous qu'il faut mettre. Parce qu'on a connu des choses ailleurs avec ce qu'on appelle le phénomène hollandais, le marché, la malédiction des ressources. Là où il y a ces ressources stratégiques, c'est toujours des sources de tension. C'est toujours sur des rébellions à côté, c'est toujours sur des enjeux de déstabilisation des régimes en place. C'est aussi une paupérisation de ceux qui sont même au cœur de cette exploitation, à savoir les zones, les régions qui sont limitrophes par rapport à ces zones-là. Raison pour laquelle je dis encore une fois, il ne faudrait pas qu'on tombe dans ce syndrome-là. Et maintenant, il faudrait pour que les populations elles-mêmes puissent bénéficier de ce qu'on appelle les externalités négatives de ces ressources naturelles. Et là, je pense que, raison pour laquelle, dans la gestion, il faut qu'une gestion inclusive. C'est une bonne nouvelle justement pour ce projet, pour ce gisement, mais il faut diversifier également ses ressources, Monsieur Niang. Oui, il faut diversifier ses ressources, mais ce qu'il dit là, c'est important. Il faudrait qu'on se prémunisse, en fait, du syndrome hollandais par rapport à l'exploitation du gaz. Il y a des enjeux sécuritaires. Au-delà des enjeux sécuritaires, il y a des enjeux économiques même. Parce que dans le cas du Sénégal, le gisement, il est placé là où, en fait, il y avait un récif naturel d'exploitation de poissons par les pêcheurs artisanaux de la population de Saint-Louis. Et ils sont les premiers impactés. Actuellement, ils ne peuvent plus pêcher au niveau de ce gisement-là. Il faut prendre des décisions fortes aussi pour ça. Mais, non seulement ça, mais cette coopération qu'il y a entre le Sénégal et la Mauritanie devrait permettre à ces deux pays de trouver des alternatives. Puisque ces gens-là qui ne peuvent plus pêcher là où on a mis le gisement, là où on a trouvé le gisement, parce qu'à 500 mètres, ils ne peuvent plus se rapprocher de ce gisement. Il y a l'armée sénégalaise et l'armée mauritanienne qui est là-bas, qui font que ces pêcheurs sont obligés de se déplacer jusqu'en Mauritanie. Et comme la Mauritanie encadre bien sa pêche, ces pêcheurs, dès qu'ils rentrent en Mauritanie et qu'ils pêchent ces types de poissons-là qui sont interdits, ils sont kidnappés et ils ont leurs matériaux qui ne sont plus, qui sont confisqués. Et ça entraîne quoi? Comme il dit, ça entraîne une certaine paupérisation. Et le gouvernement sénégalais aussi a pris une bonne décision. Le gouvernement sénégalais a décidé de ne plus renouveler les accords avec l'Europe. C'est une excellente chose. Mais puisque nous parlons du pétrole, en fait, il parle des externalités négatives. Le gisement, il est placé dans un lieu qui était très poissonneuse. Il y avait un récif naturel. Et ce récif, l'exploitation du gaz fait que les pêcheurs ne peuvent plus en fait s'approcher de ce lieu-là en fait. Donc il faut trouver d'autres alternatives. Très bien. Je suis d'accord. Et le gouvernement, il a demandé à ce que ces entreprises-là fassent tout pour mettre en place des récifs artificiels. Parce que
À la place, les pêcheurs ils sont obligés d'aller jusqu'en Mauritanie. Et comme la Mauritanie et le Sénégal ont des accords, certes, de pêche, mais ce ne sont pas des accords qui permettent à des pêcheurs artisanaux de pouvoir pêcher des types de poissons, des espèces de poissons en Mauritanie et qui les exposent à des sanctions. Ces choses-là, en fait, pour moi, ce sont des externalités négatives qui doivent être corrigées le plus rapidement possible grâce à ces recettes provenant du gaz pour permettre à la population pêcheurs de pouvoir continuer leur activité. Parce que la finalité, comme il l'a dit, c'est quoi? Améliorer les conditions de vie des populations. Ça ne sert à rien d'avoir du gaz, d'avoir des recettes, et qu'à côté, il y a des gens, en fait, qui ne peuvent plus travailler, qui sont paupérisés. À la limite, ça va entraîner une certaine rébellion. On va accorder la parole à notre cher docteur Daffé. Ce qu'il dit est très, très pertinent. Je suis d'accord avec lui. Et vous également, puisque vous partagez le même avis. Et moi, je voudrais bien savoir comment est-ce qu'il faudrait... comment est-ce que ces deux États peuvent devenir autonomes concernant la gestion de cette ressource? Oui, tout à fait. Hein? Donc, c'est ça même l'orientation, parce qu'il y a ce qu'on appelle la vision long-termiste de ces économies, c'est-à-dire cette souveraineté dont on parlait, la souveraineté énergétique maintenant, et surtout sur les produits miniers, donc la ressource naturelle, les ressources naturelles. Et je pense qu'on est bien parti, en tout cas, s'il n'y a pas eu des chocs, comme je l'ai rappelé, pour ne pas freiner cet élan. Donc, il faudrait que ce soit un modèle de collaboration réussi pour ces deux pays. En tout cas, les observateurs sont là, la sous-région, on regarde. Maintenant, on va voir d'ici 5 ans, peut-être ce que ça va donner pour permettre, en tout cas, à ces deux pays de pouvoir porter leur croissance, leur niveau de croissance économique, et sortir de certains lots, parce que nous faisons partie pratiquement d'après les classements comme on le donne, les pays les plus pauvres de la planète, les 25, donc tous 25 pays les plus pauvres, ce qui veut dire qu'on doit faire un shift qualitatif surtout même, quantitatif et qualitatif par rapport à ces ressources à nous porter. Maintenant, ça va compter à la diversification de l'économie, de nos économies. C'est-à-dire qu'on cite le domaine minier, mais retenez-vous bien aussi, et c'est bon de le rappeler toujours, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle des lois qui sont encadrées, qu'on appelle, il y a dans le code minier, le code de la pêche, et on a revisité les contrats avec, qui étaient très faibles en termes de 10 milliards avec l'Europe, ça c'est pour 5 ans, ça ce sont des erreurs de l'histoire, si on peut le qualifier ainsi, des erreurs. Dans la mesure où on peut avoir des collaborations beaucoup plus win-win en termes de pays souverains, ce qui veut dire que là aussi, ça nous donne encore des paniers à mettre dans le panier de la réflexion. Quand on parle également d'externalité, il y a ce qu'on appelle le contenu local. Le contenu local, c'est des dispositions en tout cas qui sont mises pour permettre les zones d'exploitation qui abritent cela puissent permettre de bénéficier, en tout cas ceux qui sont directement impactés par la destruction d'emplois, de la faune, de la flore. Oui, et tout je ne saurais terminer cette émission sans aborder cet aspect environnemental. Absolument. Parce que c'est important. Alors, de certaines conférences sur le climat, y compris la COP26, la COP27 en Égypte, la COP27 justement en Égypte, plusieurs organisations et États ont souligné la nécessité de réduire les investissements dans les énergies fossiles, telles que le pétrole ou encore le charbon. Comment est-ce que le gaz naturel, considéré comme une énergie propre, peut constituer une solution pour réussir la transition énergétique des États africains? Effectivement, c'est un enjeu de taille actuellement. Les énergies fossiles sont interdites et qu'il y a des énergies propres. Le gaz naturel que nous avons, c'est une énergie propre qui peut contribuer à mixer ce qui est en fait une logique dans laquelle plutôt le Sénégal s'est inscrit depuis un certain bout de temps pour mixer un peu les énergies à travers l'éolienne, le solaire et le gaz. Je pense qu'en fait c'est un atout de taille pour le Sénégal de contribuer un peu à rendre propre un peu les énergies qui sont utilisées pour le développement de l'Afrique. Dans un continent où tout est à faire, je pense que c'est un atout de taille pour le Sénégal pour booster un peu non seulement le développement du Sénégal, pareil pour la Mauritanie, mais aussi, comme je l'ai dit tout tantôt, pour les pays avec qui nous partageons la même zone économique et monétaire. Je pense que le Sénégal est bien placé actuellement pour jouer le rôle de leader dans ce domaine. C'est bien parti si les accords, comme il l'a dit, sont bien révisés et que la dimension environnementale, il n'y a pas que ça. Au niveau de Saint-Louis, par exemple, nous sommes dans une zone côtière
où l'érosion côtière contamine ou bien impacte les populations qui vivent le long de cette côte. Donc, ce sont des éléments qui sont... La parole à notre c'est dommage, mais bon, allez-y. Il va quand même dire un mot sur cet aspect qui concerne la transition énergétique. Oui, c'est un terme qui est là. Hein, donc, c'est l'actualité internationale avec les COP comme dès le 26-27, avec les résolutions de l'accord de Paris, qui revenait sur en tout cas la réduction des émissions. Mais si on regarde, là aussi, hein, il faut faire très attention. Je pourrais dire qu'il y a une discrimination. On nous impose à faire une transition. Mais les continents là, que ce soit leur ils ont bâti leur économie à travers l'utilisation de ces ressources-là. Nous, ce n'est pas encore le cas. On n'a pas le même rythme de développement, le même modèle économique. Raison pour laquelle ce sont des conventions internationales que nous souscrivons. Mais quand même, aujourd'hui, on doit utiliser notre ressource. Il ne faudrait pas qu'on soit allé, alors qu'ils ont bâti leur économie. Alors pour le cas du Sénégal, c'est un gaz naturel. Oui. Que ce soit le gaz, que ce soit le pétrole, il faut qu'on nous laisse qu'on les utilise. Très bien, je pense que puisse là véritablement ce que vous dites utiliser, est très pertinent et nous sommes tous d'accord avec vous. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. À l'instant, docteur Cher Ibrahima Daffé, économiste et enseignant, chercheur. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Donc, on vous souhaite plein succès. Merci. Que l'Afrique gagne toujours. Ah oui. Que l'Afrique gagne toujours, il vient de le dire. Et en face de vous, nous avons Monsieur Moustapha Niang, économiste, également vous êtes conseiller technique à la direction du budget. Merci. Merci à vous, ça fait un réel plaisir de partager le plateau avec Daffé, avec vous, et puis on souhaite un plein succès dans vos entreprises et puis mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Bonne et heureuse année. Merci, merci bien. C'est donc la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt sur la panafricaine et merci de votre fidélité. Prenez soin de vous.